Avant de commencer cet épisode, on voulait vous dire quelque chose d'important. Bas de Carré est un média entièrement indépendant porté par 4 réunionnais bénévoles. Depuis 5 ans, on consacre nos soirées, nos week-ends et une bonne partie de nos vies pour raconter la Réunion. Mais pour continuer à produire tout ce contenu, on a besoin de vous. Si Bas de Carré vous a appris quelque chose, ému, fait rire ou réfléchir, vous pouvez nous soutenir dès 1 euro par mois. Ça peut paraître symbolique, mais pour nous c'est énorme. Ça nous aide à financer le matériel, les logiciels, les monteurs et à garder Bas de Carré libre et vivant. On compte vraiment sur votre soutien. Le lien pour faire un don est en description. Merci, bon P la Réunion. Cliquez. Salut Mathieu, Salut Fabienne. bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Mathieu, Salut Fabienne, comment il est ? Léla même paraît à bloc en ce début d'année. Bienvenue à toutes dans un nouvel épisode de Bas de Carré. Alors, qui accueille-t-on aujourd'hui à notre micro ? Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Houssen Hamod. Monsieur Hamod est notamment fondateur et président de l'AMR, l'Association musulmane de la Réunion. Mais pas seulement, puisqu'il a aussi été impliqué activement dans la création du groupe de dialogue interreligieux à La Réunion et a eu une carrière très riche au sein des institutions publiques de l'île, aux côtés notamment de Paul Vergès. Tout à fait. Vous allez découvrir à travers son parcours les initiatives et l'engagement de Monsieur Hamod, non seulement l'évolution des enjeux de la composante musulmane réunionnaise dans les 40 dernières années, mais nous allons aussi beaucoup parler de religion, de dialogue interreligieux, d'un partage propre à la Réunion, de sa vision, comment ses valeurs collectives et son très fort attachement à l'île l'ont façonné et l'ont guidé et continuent de le guider aujourd'hui dans de nombreuses actions sociales, humanitaires, culturelles. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonne écoute à toutes. D'abord, merci de m'accueillir. Parler de la Réunion, c'est un peu un devoir, hein. C'est un plaisir, mais c'est aussi un devoir, puisque je crois que c'est une île et une population qui mérite qu'on les mette un peu en avant, pour clarifier les choses, bien sûr, mais aussi pour parler un petit peu de la richesse qu'on représente, que ce soit en termes humains, en termes au-delà du tourisme, etc. Donc, je suis natif de Saint-Pierre. Mon père est né aux Indes, hein, donc je suis moi-même des premières générations à La Réunion. Je suis un pur produit de l'école laïque, publique, gratuite, Boissier, etc. Et je dois beaucoup, effectivement, dans mon parcours d'études et ensuite professionnel à cette approche, hein, donc à cet acquis de l'école publique, hein, qui a été l'école publique, qui est un creuset de la population réunionnaise, quelles que soient les origines. Je suis capable de dire aujourd'hui, à l'endroit où j'habitais, rue des Bons Enfants à Saint-Pierre, pratiquement tous les noms des camarades de la communauté chinoise dont je suis né pratiquement en face de la maison familiale de l'évêque, actuel Chantaigne. C'est pour vous dire que c'est un vécu qui est riche. Donc parler de ça, c'est bien, surtout pour les nouvelles générations, pour les gens qui ne nous connaissent pas. J'étais à une époque où il n'y avait qu'un seul lycée, qui est le collège Bourbon aujourd'hui, mais c'était le lycée Le Comte de Lille, rue Jean Châtel à Saint-Denis, pas de place. Venant de Saint-Pierre, il y avait peu de chance. Donc j'ai été obligé de faire mes études secondaires à Tananarive, donc qui a été aussi un tournant important, hein, dans mon parcours, parce que jeune, confronté à une réalité différente, à une grande île, très développée à l'époque, puisque les Réunionnais à cette époque allaient se faire soigner également à Tananarive, hein, à l'hôpital Gérard Aérobic, l'hôpital militaire français. C'était déjà après l'indépendance, 2 ans après l'indépendance, mais le pays était encore assez développé, en tout cas plus développé que la Réunion. Moi j'ai fait le lycée, mais il y avait énormément de jeunes Réunionnais qui étaient dans mon cas, qui étaient à Saint-Michel ou à l'ESCA, qui est donc
établissement privé des frères canadiens. Voilà, donc déjà un premier parcours. Ensuite, j'ai fait des études de droit à Aix-en-Provence. Là, à La Réunion, on est à Aix-en-Provence. Et j'ai eu assez rapidement, à mon retour en 1971, j'ai eu rapidement un poste de responsabilité à la mairie du port, où j'ai sévi pendant 28 ans en tant que secrétaire général. Donc démarré jeune, et 28 ans secrétaire général de mairie, dont 18 ans aux côtés de Paul Vergès. J'étais son premier secrétaire général de mairie, il a été élu en 1971, moi je l'ai rejoint. Pas sur des critères politiques ou quoi que ce soit, c'était l'opportunité d'employer un jeune réunionnais avec les diplômes qu'il fallait. Donc 28 ans au port, dont 18 ans de Paul Vergès. Et ensuite, je me suis retrouvé toujours à la demande de Paul Vergès, et je n'avais même pas candidaté. J'ai le rejoint à la région lorsqu'il a été élu à la région, où j'ai été directeur général des services pendant 12 ans. Voilà, donc ça c'est un parcours d'études, donc riche déjà en termes de passage à Madagascar, en métropole, et très rapidement également au niveau associatif, puisque j'ai toujours été collectif, moi. Je jouais collectif, que ce soit une petite équipe de football où je jouais au foot, mais j'étais aussi dirigeant, bon, mais tout très jeune. J'étais un des fondateurs de l'association musulmane de La Réunion en 1982, et je préside toujours l'association. Et en 82, ce qui est important également, c'est que, alors qu'on sait qu'il y a des accrochages, des problèmes ici et là, à La Réunion, l'association musulmane a fédéré, a regroupé dès le départ, avec ses membres fondateurs, les communautés chiites et sunnites. La majorité sunnite, c'est-à-dire les Arabes, hein, les indo-musulmans avec les Réunionnais convertis, parce qu'il y en a pas mal, hein, de néo-musulmans qui sont des sunnites, qui fréquentent les mosquées qu'on connaît là. Et puis, donc, on a intégré également les mosquées chafiites, qui sont les mosquées, disons, un peu de l'archipel des Comores, Comores, Mayotte, ou les Comoriens de Madagascar, mais également les 3 branches chiites présentes à La Réunion, les Kodia, les Bohra et les Ismaéliens. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. En 1982, donc, il y a eu l'unité de la composante musulmane réunionnaise, non pas en termes de groupe à part. Ça, il faut quand même le souligner. Nous sommes des Réunionnais avant tout, nous sommes des Français par naissance, ou surtout les générations actuelles, c'est plusieurs générations. Lorsqu'on sait que les Indo-musulmans sont arrivés à La Réunion à partir de 1850. Hein. Moi, mon père est arrivé en 1929. Vous voyez, c'est donc que c'est une présence multiséculaire pour la communauté musulmane, donc les Réunionnais, qui ne parlent même plus le gujarati, puisque le gujarati était perdu. Je pense que ça a été le cas de pas mal de, compris de la communauté chinoise également, ou du fait du métissage, ou beaucoup de mamans des musulmans qu'on connaît, sont des mamans, des grands-mères, sont des Réunionnaises. Hein. Vous savez, c'est une communauté très métissée, mais on ne sait pas. Si vous regardez les habits, la façon d'aller à la mosquée, etc., bon, on ne se rend pas compte. Mais moi, je prends mon père. Mon père, il est arrivé jeune, il n'avait pas les moyens de retourner en Inde. Mais il a pris épouse sur place, hein, qui était une Réunionnaise, non musulmane. Donc, vous faites toutes les grandes familles de La Réunion, il y a des noms musulmanes au départ. Bon, bien sûr, qui se convertissent et qui adoptent le rituel de l'époux. Donc, c'est un peu la façon dont ça fonctionne. Mais, vous voyez, donc, société métissée. Donc, on a une composante qui n'est pas à part, mais c'est une composante de la société réunionnaise en termes religieux, en termes un peu culturels, mais qui partage tout l'avenir et tout le devenir de ce territoire, hein, les défis. Alors c'est une communauté ou une composante, moi j'emploie souvent le terme de composante, hein, communauté, bon, quoi, communauté ça ne me gêne pas, composante réunionnaise, qui a beaucoup apporté également en termes de dynamisme économique, en termes d'évolution donc des moyens de consommation, en termes d'investissement, donc une présence également aussi bien dans les professions libérales que beaucoup d'enseignants. C'est une composante aujourd'hui, comme tous les autres réunionnais qui accèdent à des postes de responsabilité. Moi, c'est pas en tant que musulman, c'est en tant que simplement réunionnais de nationalité française et ayant les diplômes qu'il faut. Et je dis toujours à cette composante musulmane,
il n'y a pas un vote communautaire. Sinon, M. Bachir Vali à l'Entre-deux, il ne serait jamais élu. S'il y a 5 musulmans à l'Entre-deux, bon, il est maire de l'Entre-deux parce qu'il a la confiance de la population, toutes origines confondues. Voilà, c'est ça un peu la Réunion. Ce vivre ensemble, ce dialogue interculturel, interreligieux, c'est un trésor à préserver parce qu'il y a des vents mauvais. Il y a toujours le réveil des mauvais instincts, il y a des manipulations. Aujourd'hui, pour des fins politiques, on peut essayer de travestir les choses. C'est l'époque des fake news. On est aussi un peu affecté par ce qui se passe, par les polémiques qu'il y a en métropole, à l'heure de la communication, des chaînes de télé en ligne, de télévision. On bazarde des choses sur l'islam à longueur de journée, aux islamistes, terrorisme avec des amalgames. Nous, on est un peu loin de ça. On est une société apaisée et on ne se définit pas comme ça. Nous, on se définit comme Réunionnais, Français, et puis chacun avec son jardin. Voilà. Pour moi, la religion, on aurait dû être privé. Bon, aujourd'hui, on identifie en catalogue. Et donc, depuis 1982, on a fait ça. Et en 2003, on a fait émerger le Conseil régional du culte musulman pour le culte. Ce qui fait que l'AMR est restée sur le social, l'humanitaire, le culturel. Et souvent, même des non-musulmans viennent frapper à la porte et on ne demande pas quelle est votre religion pour pouvoir vous aider. Donc, on est présent lorsqu'à chaque fois il faut mettre un peu en avant la composante musulmane réunionnaise à travers tout ça. On a une activité assez importante, mais nous ne sommes plus, comme à l'époque, une association de masse. On fonctionne avec un nombre restreint d'adhérents, puis on fonctionne beaucoup, donc à partir des dons. Et c'est aussi un point fort de la composante musulmane réunionnaise, que ce soit l'Association musulmane de la Réunion, le Conseil régional du culte musulman en 2003, qui a été créé en 2003, ou les mosquées. Il n'y a pas un centime qui vient de l'extérieur, que ce soit de la France métropolitaine ou des pays autres. Donc on a même adopté une charte de respect des valeurs républicaines qui correspond à notre vécu. Encore une fois, nous sommes des produits de l'école publique. Moi, ça ne m'a jamais gêné à l'époque. Je finis par apprendre par cœur le Salut Marie, tout simplement parce qu'à force de l'entendre. Mais en sachant que de toute façon, c'était pas ma religion, etc. Mais sans conflit. C'est un peu notre force de pouvoir respecter tout le monde. Et c'est ce qui se traduit dans le groupe de dialogue interreligieux. Donc voilà, et nous, on se fréquente, il n'y a pas d'exclusive dans le groupe de dialogue interreligieux. Vous avez pratiquement toutes les confessions. La communauté juive représente, il n'y a pas de problème entre les musulmans et les juifs, il n'y a pas de raison. Donc historiquement, il n'y a jamais eu de difficulté. Les problèmes qui se posent sont des problèmes aujourd'hui d'actualité politique, géopolitique. Nous avons les orthodoxes, nous avons les Bahaïs, les catholiques, les protestants. Tout le monde est représenté et on est aujourd'hui, tous les ministres de passage veulent rencontrer le groupe des dialogues. C'est l'intérêt d'avoir cette solidarité parce qu'on n'est pas à l'abri du réveil des mauvais instincts. À La Réunion, on n'est pas à l'abri. Il y a des problèmes sociaux, des problèmes du coût de la vie, il y a des gens qui sont laissés pour compte. Ces problèmes peuvent conduire à certaines dérives. Il y a aujourd'hui également des enchères politiques. Il est certain que pour manipuler l'opinion, si on trouve des boucs émissaires, ce serait pas mal également. Donc, nous, on essaie de préserver ce vivre ensemble. Merci. Vous avez déjà touché du doigt pas mal de sujets qui nous intéressent. Je voudrais revenir déjà sur l'association musulmane de La Réunion que vous avez créée donc, il y a plus de 40 ans maintenant, n'est-ce pas ? En 82. Oui. Et à l'époque, pourquoi vous aviez ressenti le besoin de créer cette association ? La démarche associative, elle est ancienne à La Réunion. Mais ça n'avait concerné que la gestion des mosquées. Il n'y a pas un organisme de gestion de toutes les mosquées chez nous. Prenez la ville du Port, il y a 3 mosquées indépendantes,
avec 3 comités de gestion, 3 présidents, 3 membres du conseil. Il y a des mosquées indépendantes. La grande mosquée de Saint-Denis, elle est plus ancienne que la mosquée de Paris. C'était une des plus vieilles mosquées de France. Bon, elle avait démarré à la fin des années 1800 et après les travaux, réaménagements, etc., inaugurée en 1905, de façon symbolique. Au moment même, il y avait eu la loi de la séparation de 1905, séparation des églises et de l'État. Vous avez également des associations qu'on appelle des Anjumans, qui sont des amicales, qui sont créées bien avant 1982. Donc il y a la démarche associative, elle est pour pouvoir aussi faire des choses en collectif. Hein. Bon, donc c'était normal. Mais ça a touché soit le côté amical des originaires de telle région, ou alors que le culte. Et nous, en 82, on avait dit qu'il fallait quelque chose qui puisse ancrer un peu plus la composante musulmane dans toutes les dimensions de la vie réunionnaise, culturelle, sportive, au niveau, y compris au niveau des activités, activités éducatives, etc. Donc c'était l'intérêt. Cette association, c'était aussi pour dire, mais écoutez, comment parachever cet ancrage déjà historique, avant 1850. Et également, je reviendrai un petit peu là-dessus, pour dire 1850, c'est un peu l'islam visible, avec des indo-musulmans qui sont arrivés, venant d'un pays assez culturellement, un pays de haute civilisation, avec un savoir-faire. C'est ce qui explique la réussite aussi un petit peu rapidement hein, des gens de cette composante, parce que quand ils sont arrivés, ils connaissaient le tissu, ils viennent du région où il y avait du coton, région de la canne à sucre également. Parce que contrairement à ce que l'on croit, il y avait aussi des indo-musulmans gujaratis qui étaient dans le secteur de la canne à sucre. Chefs de culture, etc. Donc, ils savaient construire une maison, ils savaient faire du pain, etc. Donc, très rapidement, maîtrisant la confection, pas la confection, donc la fabrication. Donc, sur mesure, ils ont beaucoup apporté en termes d'évolution de la consommation, du développement également de l'habitat, l'électroménager, les meubles et tout. Donc c'est une communauté composante dynamique donc, de la société réunionnaise qui a apporté aussi à la Réunion. Et c'est une composante qui n'est pas une composante de passage. Moi je dis toujours, quand on a enterré son papa, son grand-père, sa maman, sa grand-mère dans un territoire, vous ne quittez pas votre territoire. Il n'y a pas eu de retour aux Indes. Oui, donc si on refait un peu la chronologie, on a les premières arrivées au milieu du 19e siècle, 1850 comme vous venez de dire, voilà, qui ne sont pas repartis. Et vous disiez que votre père est arrivé... il est né en 1916 et vers 1925. D'accord, et lui était né en Inde du coup. Né en Inde. Même lui, il est reparti en Inde. Pratiquement à la fin de sa vie, il a fait un seul séjour. Il n'a pas eu l'opportunité d'être présent au décès de son papa, de sa maman, de sa sœur qui est restée sur place. Il faut dire donc qu'il y a eu une coupure. Ma maman n'étant pas d'origine indienne, également musulmane, la langue maternelle est devenue le créole. Ma langue maternelle est le créole, c'est pas le gujarati. Parce que, voilà. Et c'est une intégration réunionnaise qui s'est faite depuis le départ, à l'école, sur le terrain de sport. Et c'est ça qui est important de dire. Et dans l'esprit des Réunionnais ou du créole d'une manière générale aussi, ils parlent de nous Arabes, par rapport aux Indiens qui sont venus de Madagascar, par exemple. Mais oui, ça c'est nous Arabes. Même à mon époque, là, dans les années 50, on disait encore des Chinois ou des Arabes, qui ne sont pas Arabes, qui sont Indiens. C'est des comptes nations. On appelait ça les comptes nations. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore réunionnais, quoi. Ils ne sont pas réunionnais. Ils ne sont pas de la nation créole réunionnaise. Et ça a évolué avec le temps. Aujourd'hui, on écoute Iskakan, on écoute Oussam Moussava. Oui, c'est la première fois que j'entends le terme compte nation. Ah, le compte nation, c'est... Oui. Oui. Alors, il y a des termes comme ça, c'est l'histoire. Hein, donc, et qui vous disent CAF, chinois, barbares, arabes, de tout même pays, de toute même nation. Vous écoutez... Daniel Waro, écoutez, tout ça, c'est devenu quelque chose qui est un acquis du fait de l'ancienneté
Donc, ce patrimoine réunionnais, l'appartenance réunionnaise, notre intégration, notre ancrage, et puis le dialogue permanent avec les autorités, parce qu'il y a Ça, c'était déjà une préoccupation Ah, c'était dans déjà les années 80. 80. Ah oui, oui, c'était déjà une préoccupation. C'est de dialoguer, puisque moi, par exemple, j'avais déjà réagi à l'époque en disant, mais il y a un problème en métropole, et vous avez un quart de CRS devant la mosquée, et puis les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Oui. Parce que, bon, je ne parle pas avec les terroristes maintenant, hein, mais même à l'époque, un problème quelque part, bon, et vous avez un quart de CRS devant ça. Et puis Il y a les gens se une disent, généralisation c'est une de l'action généralisation, donc au nous territoire. disons, voilà. Il y a peut-être des choses qui sont décidées au niveau national, concernant l'islam par exemple, où on n'est peut-être pas d'accord, mais quand c'est voté, on applique. Par contre, on reste dans notre fonction à nous. Nous ne sommes pas ni la police, ni la gendarmerie, ni la préfecture. Si vous prenez le problème qu'on appelle le voile, parce qu'en fait c'était le châle des filles, ça avait démarré dans un collège à Creil à l'époque. Donc nous, on a fait toute une médiation. On a fait une médiation avec je ne sais pas si c'était le rectorat déjà à l'époque, ou le vice-rectorat, et les chefs d'établissement, pour essayer de dire, mais il faut faire le maximum pour que la fille en question, vienne à l'école, parce que c'est ça le plus important. Ben, on est arrivé à trouver une solution. On a fait de la pédagogie. Par contre, on a dit à la préfecture et au procureur de la République que notre limite, c'est de sensibiliser, d'éduquer quand une loi ou un règlement est adopté, s'applique. Nous s'applique. Même si à la base, on n'est pas d'accord sur le système, pour qu'on dit en quoi ça gêne. On fait de la pédagogie. Si c'est la loi, ben c'est la loi s'applique. On respecte la loi. Donc, dès le départ, vous aviez ressenti ce besoin à la fois de rassembler autour d'activités les musulmans de la Réunion, Quelles que soient au-delà les origines, quelle que soit du les traditions. culte et de façon non politisée, et aussi au-delà de l'origine géographique. Mais vous aviez aussi, dès le départ, cette vocation à représenter, dialoguer avec d'autres institutions, d'autres communautés aussi, Tout à fait. au nom des musulmans de la Réunion. Tout à fait. Ben, écoutez, il y a eu quelque chose de symbolique lorsqu'il y a eu l'inauguration du pont de la rivière de l'Est, qui avait été réaménagé, le grand pont de la rivière de l'Est, en présence de Michel Debré, qui était, je crois qu'il était Premier ministre ou député, ben, avec Monseigneur Bouy, qui était l'évêque. Toutes les traditions religieuses étaient présentes, ensemble, pour inaugurer, alors qu'en général, les baptêmes d'ouvrages publics, c'était plutôt uniquement dans la tradition catholique ou chrétienne avec l'évêque. Un bateau, c'est pareil, il y a toujours on va lancer la bouteille en présence d'un curé, d'un évêque pour le lancement d'un bateau. Bon. Là, à La Réunion, donc avant 2000, il y a eu cette inauguration en présence de toutes les composantes, et puis avec une prise de parole. Ça a un peu étonné, y compris étonné M. Debré à l'époque. Hein, bon, voilà. Mais non, ça a correspondu, et ça c'est tout à l'honneur de Monseigneur Aubry. Quand le pape Jean-Paul II est arrivé, moi j'étais présent à son accueil, et j'avais demandé également à ce que, moi donc en tant que président de la Nation musulmane de La Réunion, j'avais demandé à ce qu'un vice-président chiite soit aussi présent. On était tous les deux à l'accueil, et on a échangé avec Jean-Paul II, donc à la Trinité. Ça aussi, ça a été lié à la personnalité de Monseigneur Aubry, qui a aussi compris qu'à La Réunion, on est sur le même caillou, on a un avenir qui est commun, on a des avantages, mais aussi des enjeux, il y a des défis, et il faut qu'on soit solidaire. Et aujourd'hui, il fait bon d'être à La Réunion, loin des conflits, loin de problèmes qui peuvent se poser. La vie est dure pour beaucoup, hein. Il ne faut pas... parce que l'outre-mer français n'a pas été toujours été très bien, j'allais dire, accompagné dans son développement, même s'il y a des réalisations, etc. et tout. Mais en termes de personnalité des gens, il y a encore près de 100 000 illettrés, il y a encore des laissés pour compte, ça. Et vous parlez justement vous dites on est loin de ce qui se passe en Hexagone. Aujourd'hui, comment est-ce que vous décrirez les spécificités
pour les musulmans à La Réunion par rapport aux musulmans qui se trouvent sur le continent et en Hexagone particulièrement? Alors, je dirais quand même que ce qui se passe en métropole, souvent, c'est gonflé. Hein. C'est des polémiques. Tu vas parler d'une agression à droite, à gauche, etc. Par rapport à tout ça, nous, ce qui nous met un petit peu à l'abri, c'est que nous n'avons pas une présence conflictuelle. Souvent en métropole, au départ, ça a démarré aussi sur le fait qu'il y a eu la guerre d'Algérie, avec également une population pieds noirs, souvent, dont certains veulent toujours régler des comptes. Bon, bien sûr, l'arabe, le maghrébin, l'arabe, maintenant par extension l'immigré, le sénégalais dedans maintenant, le malien, etc. Donc on a dévoyé un petit peu les choses, on a trouvé un bouc émissaire. Sur la guerre du Moyen-Orient, on voit bien qu'il y a des choses, etc. Nous, on est un peu à l'abri de tout ça, parce qu'on n'a pas de contentieux. On vient de l'Inde, nous ne sommes pas des Arabes. On vient de l'Inde. Les Comoriens viennent ou les Maoris viennent de l'archipel des Comores. Ou alors il y a des gens de l'Islam. Donc on n'a pas ce contentieux-là. Ensuite, on n'a pas une attitude non plus d'appartenance extérieure. On ne roule pas pour un autre pays. Il n'y a pas de double nationalité chez nous. On est français. Pour le pays est meilleur. Oui, c'est intéressant parce que vous dites à la fois qu'il n'y a pas de contentieux parce que les origines géographiques de la communauté musulmane de La Réunion sont différentes des origines des communautés musulmanes qui peuvent être en conflit aujourd'hui dans l'actualité géopolitique. Voilà. Et en même temps, on est un peu protégé par le fait que cette origine est une origine et pas une nationalité. Donc c'est important de bien marquer la différence. Pour ceux qui sont d'origine indo-musulmane, hein, quand mon père a quitté l'Inde, il était très très jeune, il a quitté un territoire britannique. Parce que c'était le Raj britannique. C'était avant 1947, l'indépendance de l'Inde et du Pakistan. Donc, mon papa n'a pas connu non plus la République indienne. Il est arrivé à La Réunion avec un passeport de sujet britannique, pas citoyen. Sujet, c'est-à-dire colonisé, colonisé de Bretagne. C'est-à-dire même la réalité de l'Inde indépendante, nos musulmans de La Réunion ne le connaissent pas. Les Tamouls non plus, parce qu'ils sont arrivés comme engagés à l'époque. Bon. Donc on n'a pas cette appartenance de nationalité, donc il n'y a pas de dualité, on n'a pas de lien institutionnel avec les organisations musulmanes nationales et internationales. Nous, c'est notre propre façon donc de fonctionner qui est en avant, avec nos origines, mais aussi il y a une créolisation des choses également, il faut le connaître, déjà dans le langage, dans le rituel et tout. Voilà, nos prêches sont en français, ou en créole, même en créole, c'est même en créole, donc on est totalement indépendant financièrement. Toutes même les grandes mosquées que vous voyez, tout ça a été financé avec les deniers de la foi, et puis des aides, disons des coreligionnaires, ceux qui ont un peu de moyens, etc. Sans obligation. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas un impôt religieux. Donc, il y en a, ils utilisent les biens communs sans donner un centime. Mais il y en a d'autres qui font voilà. Donc, on ne prend pas nos directives d'ailleurs. C'est un islam français, réunionnais. Tous nos imams sont des jeunes réunionnais qui ont fait des parcours, souvent des parcours académiques, parfois avec des diplômes. Ils sont formés à La Réunion aujourd'hui, il y a 3 centres de formation d'imams. Nous, ce sont des réunionnais qui connaissent le créole, qui connaissent la vie réunionnaise, et dont la maman peut-être n'était pas non plus musulmane au départ. Bon, ça c'est un point très important. Donc on a notre propre formation d'imams. Voilà, aujourd'hui, quand un touriste vient à La Réunion, il fait le tour de tout, il fait le tour de tous les centres religieux. Et dans un petit carré de pâté de maison, fait le temple Shan, un temple hindou, le temple tamoul, la grande mosquée de Saint-Denis, l'église protestante qui est pas loin, la cathédrale de l'autre côté.
c'est ça notre richesse aujourd'hui, et on peut voyager à La Réunion sans prendre l'avion. Oui, c'est sûr. Les festivités de Gondi ou les festivités de la fête musulmane où tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Bon, si on est intéressé, bon. Pour nous, c'est une richesse. On a cet avantage de connaître, de connaître les uns et les autres. Bon, ce sont des rapports qui peuvent aussi se dégrader, encore une fois, à cause des problèmes sociaux ou autres. Moi, je dis, contrairement à ce que certains pensent, on a bien réussi dans la réalisation d'infrastructures. On a pu commettre des erreurs. Une erreur, c'est de louper le projet de tram-train, par exemple. Aujourd'hui, on n'aurait pas eu les problèmes qu'on a. Bon. Mais on a bien réalisé à La Réunion. La route des Tamarins, on a fait des ponts, construit des grands hôpitaux, cliniques, etc. Et on a bien industrialisé. Où on a moins bien réussi, et ça concerne les autorités au niveau national, mais aussi au niveau des autorités de l'État au niveau local, mais aussi un peu le monde associatif, c'est dans l'homme, dans l'humain. On a encore une personnalité réunionnaise qui est tiraillée, qui n'est pas encore sûre d'elle-même. Parfois, on voit des gens qui n'ont pas la peine le français, qui sont là, à Madagascar ou des Comores ou ailleurs, ils sont à l'aise, même s'ils font des fautes, etc. Le Réunionnais, il craint, il a peur, il est petit. Tout ce qu'il fait est petit. C'est un petit ici, c'est un petit ceci, un petit cela. Bon. Problème de personnalité, c'est un problème d'identité. Je pense qu'on n'a pas beaucoup valorisé non plus l'identité réunionnaise qui nous est propre. Moi, je suis à fond dans la défense de l'identité de la culture réunionnaise, parce que c'est mon identité à moi, avant les autres. Et comment vous vous présentez quand vous parlez d'identité réunionnaise, justement? Je suis réunionnais, moi, avant tout. Par accident, j'aurais pu être autre chose. Bon, moi, je suis réunionnais parce que c'est le territoire qui nous a accueillis. C'est le territoire où mes parents sont enterrés. C'est là où mes enfants sont là. Donc, moi, j'ai pas voilà. Donc, je suis réunionnais. Et le problème de l'identité, c'est valoriser ce qui est réunionnais parce qu'on a des richesses. Même dans la langue. Il y a des choses qu'on ne peut pas traduire. Et surtout dans langue créole qui s'est un peu appauvri. Moi, le créole que je parle, je suis un bon locuteur créole, je veux dire, mais savoureux. Peut-être que je ne serais pas capable de comprendre votre créole. Oui, dans les proverbes, pour traduire certaines réalités réunionnaises, vous n'arrivez pas à le faire avec un bon français, donc, parce que c'est du vécu. Bon, mais il ne faut pas être nostalgique, les choses évoluent. Bon. Donc, cette identité qui nous permet de nous affirmer. Vous voyez, le temps qu'il a fallu pour pouvoir faire admettre le Maloya, par exemple, accepter, aujourd'hui, patrimoine mondial de l'humanité, donc à l'UNESCO, quand on voit qu'on a du mal encore à faire accepter parfois la part des créoles, quand on a interdit dans les écoles, dans pas mal d'écoles, au départ, moi je me rappelle quand je suis arrivé au port en 1971, et ben, quand on interdit un petit jeune de la Guyane d'égaler de parler créole, il ne parle plus. Il ne parle plus, il ne s'exprime plus, donc après il a une certaine réserve. C'est un peu la réserve réunionnaise. Ça change peut-être un peu avec les jeunes, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Mais en tout cas, à une certaine époque, c'était ça. Donc sur l'identité, sur la personnalité réunionnaise, on est faible. Sur la formation aussi. On n'a pas bien réussi la formation, dans le respect de sa personnalité réunionnaise, dans son affirmation culturelle. Donc vous, dans votre parcours, vous avez vraiment eu à cœur de valoriser d'abord le territoire de la Réunion et la population. Pour moi, qui est une population qui est riche culturellement. Et comment, je suis un peu curieuse du coup, parce que vous nous avez parlé de votre carrière en tant que fonctionnaire dans les institutions de la République, et en même temps, vous avez un engagement fort associatif et religieux. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, je pense, dans l'idée qu'on est dans un pays où on a séparé la religion de l'État, et vous avez l'air d'avoir concilié les deux. Comment vous avez fait? Est-ce qu'il y a eu Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça s'est fait... Non, c'est parce que à La Réunion, nous sommes dans le droit fil de la laïcité. La laïcité n'exclut pas les religions. La preuve, la loi
permet même aux prisonniers de pouvoir, ou à l'hôpital, de pouvoir pratiquer son culte. Il y a des aumôniers. C'est la loi. Parce que la laïcité d'Aristide Briand, la loi de 1905, c'était pas d'exclure, au contraire. La laïcité protège même les religions minoritaires. Donc on est dans ce droit fil. Pour nous, on n'a pas innové. On est là. Par contre, il y a des limites. Le prosélytisme, l'ordre public, dire n'importe quoi à la mosquée ou quoi que ce soit, non. Ça, non. La preuve, les mosquées, souvent c'est retransmis sur les radios libres, les podcasts, etc. et tout. Hein. Il n'y a rien de... Ça reste religieux. Les mosquées, c'est religieux. Point. Si vous parlez d'autre chose, on vous dit d'aller dehors. Ce respect de la religion, mais même, c'est bien compris par les autorités. À La Réunion, quand vous voyez les maires qui célèbrent les fêtes religieuses sous l'angle culturel, les fêtes musulmanes, la fête, le Dipavali, etc. et tout, on s'est dit, mais c'est l'aspect culturel. Mais ça n'exclut pas. Là, on ne fait pas du religieux, on ne fait pas du prosélytisme. Là. Donc, ça n'a jamais été un problème pour nous. Parce qu'on a fait les choses comme ça. Concernant l'islam, beaucoup de Réunionnais sont convertis à l'islam. Parce que souvent un membre de la famille a épousé un musulman ou alors moi j'en connais tout simplement des gens qui, c'est par intérêt personnel du port. Chacun est libre Chacun est libre parce qu'il trouve quelque chose qui lui convient. Donc la laïcité protège la religion. Pour nous, la laïcité doit protéger. Quand vous dites pour nous, vous voulez dire qui? Non, nous, pour nous, je parle nous, les musulmans d'une part, la Réunion, et les Réunionnais, les protègent. Aujourd'hui, et ça va même loin, ça va des religions, j'allais dire, traditionnelles, le service malgache, ou l'attachement un petit peu, c'est un animisme qui existe toujours encore à la Réunion par rapport à certains sites, certains objets, bon. Et bien, la traduction de ça, on a 1er novembre, chaque année, il y a une célébration pour honorer les engagés. Et bien, tout. Il y a une prise de parole et puis une manifestation de toutes les religions qui sont présentes. Depuis les traditions taoïstes, chinoises, disons, jusqu'à les hindous, les musulmans et tout, on est présents. Vous avez face à la mer, donc les cérémonies des uns et des autres, l'imam qui psalmodie un verset du Coran en présence d'une foule de réunionnais de toute confession. Ça, c'est un acquis incroyable, il n'y a pas à approcher. Pourquoi, du coup, avez-vous fondé ou cofondé le groupe de dialogue interreligieux, puisqu'on parle de toutes les confessions? Je ne suis pas un fondateur en tant que... Voilà, mais j'ai été impliqué, puisqu'à l'époque, ça fonctionnait de façon un peu empirique avant 2000, mais en 2000, c'était officialisé, groupe de dialogue. C'était pour tout simplement ancrer une démarche qui existait déjà, et puis pour pouvoir être un moment, donc en un lieu où on peut échanger, s'enrichir par rapport aux uns et aux autres, aux pratiques, mieux se connaître, agir ensemble, éviter qu'il y ait des dérapages. Il m'est arrivé, l'évêque et moi-même, Monseigneur Aubry, aller en préfecture défendre un dossier de la communauté tamoule. Oui, comment ça, quelles sont les activités du coup du groupe de dialogue? Est-ce qu'à l'origine, c'était pour, comme vous dites, pouvoir discuter de sujets liés aux religions, ou est-ce que vous avez eu tout de suite une fonction de représentation, un peu comme vous décriviez pour l'association musulmane? Ça a dépassé la religion. Donc, c'était bien sûr pour se connaître d'abord. Ensuite, il y a des pour faire du collectif hein, dans des choses. C'est important de se connaître pour avoir des préjugés, ensuite pour avoir des actions communes, et puis petit à petit, c'est aussi pour dialoguer avec les autorités. C'est devenu une instance un peu incontournable dans la mesure où on est pratiquement invité. Le groupe maintenant en tant que tel est invité à pratiquement tous les événements publics. Dernier en date, je crois que c'est les 120 ans de la laïcité. C'est une force collective.
Ça nous permet aussi parfois, en contact avec les autorités, de débloquer un certain nombre de dossiers, de compréhension. Il y a des événements qui sont propres, comme la journée de la fraternité. Il y a une journée de la fraternité. Il y a des événements qu'on relaie aussi par rapport à des événements internationaux, le vivre ensemble en paix, des trucs comme ça. Donc il y a des manifestations ensemble. C'est tout simplement faire connaître, D'accord. faire apparaître les valeurs. Mieux se connaître, c'est éviter des problèmes. Il ne s'agit pas de faire de la promotion de tel culte. Non, non, non. Nous, c'est de la façon dont on fonctionne, notre vivre ensemble. Le respect qu'on a les uns et les autres. Comment on peut aborder des choses. Voilà, par exemple, quelque chose qui a été fait par le groupe de dialogue, c'est en concertation avec des autorités, sur des problèmes de quartiers sensibles, comme ça a été le cas du côté de Saint-André. Il y a un problème d'insertion, des problèmes de délinquance, de vie difficile, où même les habitants sur place il y a une démarche de rencontre avec les jeunes. Et pourquoi l'aspect religieux est important dans ce type de... Parce que c'est pas simplement l'aspect religieux. C'est pas seulement l'aspect religieux, c'est aussi un aspect religieux, c'est aussi culturel en même temps. C'est aussi identitaire. Est-ce que ça facilite peut-être l'échange et la compréhension d'avoir un élément religieux commun avec les gens quand vous venez faire des actions? Non, c'est pas un élément religieux commun, puisque il n'y a pas du syncrétisme. Il n'y a pas de syncrétisme, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de truc. Chaque religion fonctionne selon ses canons, ses règles, etc. Mais ce qui peut apparaître comme juxtaposé, chacun de son côté, il y a un endroit de rencontre où on peut échanger, où on peut mieux se connaître. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Qui fait partie du groupe de dialogue interreligieux et qui peut en faire partie? Écoutez, ce qui est important, même si dans les faits, c'est pas trop, c'est un peu un raccourci, en fait, c'est pas une fédération. C'est pas non plus une représentation de chaque religion. C'est-à-dire, c'est pas un représentant officiel, voilà. Il n'est pas forcé que ce soit l'évêque. C'est des personnalités. Donc on y est en tant que personnalité, mais en fait, en tant que personnalité, en général, ce sont des gens qui ont une responsabilité du culte. Soit responsabilité, soit cléricale, enfin, je vais dire religieuse, soit responsabilité laïque. Moi, j'ai une responsabilité laïque. Je ne suis pas un imam. L'imam, il n'y a pas de dialogue, hein, il est sa mosquée. Donc, voilà. Donc, c'est des personnalités de chaque composante religieuse qui aujourd'hui viennent contribuer à ça. Mais là-dedans, il peut y avoir l'évêque, parce que c'est là, il peut y avoir un pasteur, il peut y avoir un swami. Bon, il n'y a pas d'imam, simplement. Mais les imams sont parfois invités pour prendre la parole, pour expliquer. Par exemple, il y a l'imam qui gère l'Institut de formation de la plaine des Cafres, qui est venu expliquer comment il conçoit aujourd'hui la formation des imams à la plaine des Cafres. Les gens ont été étonnés de savoir qu'il y a un cursus purement religieux, mais il y a aussi un cursus, j'allais dire, séculier. Parce qu'il y a des professeurs d'université, etc., qui viennent donner des cours d'histoire, de civisme, etc., etc. Des professeurs, donc c'est des cours complets. On apprend le Coran, les textes sacrés, etc., des pratiques, mais on a aussi sa formation. Et nous avons fourni nos imams ou nos aumôniers, en général, sont aussi diplômés d'un DU qui s'appelle Diplôme universitaire République et Religion, que l'État a voulu pour que les gens, pour être demain matin aumônier, imam ou quoi que ce soit, connaissent également la laïcité et puis peut-être aussi les autres religions. Donc on a nos aumôniers aujourd'hui ont le diplôme universitaire République et Religion. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est un aumônier? Oui, alors l'aumônier il n'est pas forcément un religieux proprement dit, mais pour nous, ce sont des imams qui aujourd'hui sont désignés
avec l'aval des autorités, plus ou moins locales ou nationales, pour pouvoir être présent et accompagner en termes d'exercice du culte des prisonniers ou des malades. Vous avez par exemple un malade qui est sur son lit, qui ne peut pas sortir, etc., qui dit « j'ai besoin de me confier à un prêtre, j'ai envie de me confier à un imam, à quelqu'un ». Et ça, dans les comités d'éthique, dans l'organisation même de l'hôpital, par exemple, il y a les réseaux. Hein, donc on peut appeler à ce moment-là l'aumônier pour dire il y a quelqu'un qui souhaite, etc. Donc un aumônier n'est pas forcément un imam Pas forcément un imam. D'accord. Mais pour nous, ce sont des imams. Parce que souvent, si quelqu'un qui est en fin de vie, il a besoin d'être rassuré, de s'épancher, de faire des confidences, comme un peu ce qu'on faisait pour un catholique, etc. C'est du reconfort. Ou parfois des gens isolés qui n'ont pas de famille. Donc, quand je dis un aumônier, il y a un aumônier principal, mais il y a tout un réseau. Et les aumôniers peuvent être de confessions différentes. Ah non, chaque communauté, chaque composante a ses aumôniers. L'aumônier catholique est un aumônier du haut niveau. Mais lui, il a une équipe après, hein, parce qu'il ne peut pas être à Saint-Benoît, Saint-Pierre, etc. Et tout. Donc, vous avez un imam responsable donc, de l'aumônerie musulmane donc, pénitentiaire, mais il s'appuie sur des hommes et des femmes, imams ou pas imams, qui l'accompagnent ou qui font le travail également d'aumônier sur les différents centres. Il y a au moins trois prisons, Domingo, Le Port et Saint-Pierre. L'hôpital, c'est pareil. De Saint-Benoît à Saint-Pierre, à Saint-Joseph, donc le président de l'aumônier, donc lui peut s'appuyer sur des bénévoles. Ce sont des D'accord, bénévoles, hein. d'accord. Et puis il y a 2 aumôniers militaires qui ont été désignés cette fois-ci par la hiérarchie militaire. Hein. Donc c'est pour pouvoir apporter le culte à ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans les lieux de culte. Oui. Et chez tout l'aumônerie militaire, c'était aussi pour accompagner, vous avez des aumôniers. Vous avez la campagne de Napoléon en Russie. Vous aviez des aumôniers qui accompagnaient, vous avez toujours eu des... Voilà. Donc il y a aussi des aumôneries musulmanes, hommes et femmes, donc qui accompagnent les militaires. Voilà. D'accord. Alors, ça aussi c'est un trait, nous avons bien structuré la composante musulmane réunionnaise en termes institutionnels, c'est bien structuré. Je vous ai parlé de l'AMR et du CACM, je vous ai parlé de la trentaine ou même un peu plus des comités de gestion de mosquées, sunnites et chiites, puisqu'il y a 3 communautés chiites également. On a géré également toute la gestion donc du pèlerinage, l'organisation du pèlerinage qui est complet. Hein, Depuis la Réunion jusqu'à la Mecque. On n'est pas organisateur, mais on accompagne pour la préparation des dossiers, pour pouvoir y aller, parce que c'est tout un périple, c'est compliqué, les visas, etc. D'accord. Donc, on a donc des gens qui sont identifiés, des structures pour ça. Sur le halal, la gestion du halal, on a même un groupement d'intérêt économique, parce que c'est pas fait pour construire une mosquée. Hein. C'est-à-dire qu'on paye un petit peu plus votre viande, c'est tout simplement pour payer le service de vérification. Nous, on ne fait pas de bénéfice. C'est un GIE. Donc tout ça, c'est un groupement d'intérêt économique. C'est même exemplaire, parce que c'est le seul endroit où ça existe au niveau de la République. Pour revenir un peu sur l'aspect interreligieux, aujourd'hui, si je veux m'intéresser aux différentes religions, est-ce que le public peut venir à des Déjà, il y a interventions des gens qui sont intéressés pour faire partie du groupe. Oui. Bon, maintenant, comme ça devient un peu gros, il faut un parrainage. Il faut respecter les règles, et puis c'est tout, c'est libre. Mais après, le groupe de dialogue interreligieux a des rencontres publiques. Bon. Donc on peut venir à ces rencontres qui ont des thèmes, un peu comme des conférences. Je donne un exemple. Le groupe de dialogue interreligieux et l'Association musulmane de la Réunion, nous avions invité l'année dernière Ensemble avec Marie. Ensemble avec Marie, c'est une structure de dialogue islamo-chrétien. Donc, on a fait le lien. Le jour de l'Ascension, dans le couvent des sœurs de Marie à Saint-Denis, le couvent, il y a eu une intervention
de 3 imams, de Monseigneur Aubry et puis des gens de KG catholique pour une réunion un petit peu écuménique. Mais chacun a sa tradition par rapport à la personnalité de Marie, puisque Marie est reconnue chez les catholiques et chez les musulmans. C'est Mariam. On parle même plus de Marie dans le Coran que dans la Bible. C'est cité un plus grand nombre de fois, elle s'appelle Mariam. Mariam, voilà. Donc, cette reconnaissance, on l'a vécue ensemble, voilà. Mais ça, c'était dans la dimension islamo-chrétienne. Mais le groupe de dialogue interreligieux a profité de l'occasion pour parler, donc pour une conférence à Saint-Denis sur le dialogue interreligieux à La Réunion, avec tout le monde. D'accord. Voilà, donc grand public, bien sûr, avec tout le monde est invité. On a beaucoup parlé de vivre ensemble et de dialogue. Vous, personnellement, est-ce qu'il y a quelque chose qui, selon vous, est un grand succès pour le groupe de dialogue? Est-ce que vous avez un meilleur souvenir? Il y a beaucoup d'événements, donc je pense que vu l'impact au niveau des consciences, vu l'impact également d'une grande participation, plusieurs milliers de personnes, c'est la célébration, l'hommage rendu aux engagés à la Grande Chaloupe, sur le site du Lazaret. Je pense qu'avec les manifestations de chaque composante, chacun dans sa tradition, d'abord il y a un hommage à l'arrivée, donc il y a quand même plusieurs milliers de personnes, donc le site est plein. En face de l'océan, puisque les engagés sont arrivés par bateau, en face de l'océan, vous avez une prise de parole, une manifestation de chaque tradition religieuse. Bon, par exemple, pour la communauté chinoise, etc. Donc vous avez 1 ou 2 officiants avec une bougie qu'on allume, de l'alcool qu'on brûle, il y a des offrandes. Ben, c'est la même chose pour la tradition malgache, par exemple. Pour les catholiques, il y a aussi donc, une expression de texte. L'imam de la grande mosquée, lui, il a psalmodié un magnifique verset du Coran qui parle de l'humanité. C'est très important, ça attire énormément de monde. C'est un moment aussi, donc ensuite, où il y a une prise de parole des autorités, donc de représentation du préfet, etc. et tout. Il y a la visite de la Grande Chaloupe, du Lazaret de la Grande Chaloupe, où des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller fréquenter ce genre de lieux, là peuvent le faire. Et il y a tout un reportage photographique, ou alors des peintures au mur et tout, avec des visages de tous ces réunionnais de toutes sortes d'origines qui sont venus à la Réunion due à la période de l'engagisme, de l'Inde, du nord de l'Inde du Sud, de Chine, de la côte des Somalies, de Madagascar, du Yémen, des Comores, du Mozambique. C'est extraordinaire, donc les gens viennent, et puis c'est un moment aussi, bon, il y a un repas convivial qui est offert avec la participation l'AMR a participé également à une collation simple, mais quand même donc une barquette, un repas avec une sucrerie après ou un fruit, bon voilà. Donc c'est un grand rassemblement, pour moi c'est assez emblématique. Et puis il y a la journée de la fraternité également, une journée de la fraternité. Bon, donc c'est un peu plus, ça tient un peu moins de monde, parce que c'est, voilà. Et puis symboliquement, ça touche plus aux racines de la corde réunionnaise, cette affaire de l'engagisme. Parce que quelque part, c'est aussi des gens libres, quand ils sont venus à la Réunion à l'époque, ils passaient par le Lazaret, pour éviter les épidémies et tout. Donc c'est un lieu emblématique. On a été un territoire d'accueil, bon, c'est l'accueil. Bon, quelque part, c'est aussi un hommage à des gens qu'on a totalement oubliés, c'est des esclaves. L'engagisme était une espèce de poursuite, un peu de l'esclavage, sans le dire véritablement. Comme vous dites, là c'est un moment historique, l'hommage aux engagés pour les Réunionnais. Pourquoi c'est important pour vous que toutes les religions soient représentées lors d'un événement comme celui-là? C'est l'unité de notre population et de notre territoire. On a d'autres liens, mais le lien premier, c'est ce lien donc, qui nous dit localement sur un territoire où
on est coincé, hein, il y a la mer autour, on est ensemble, donc c'est ce qu'il faut mettre en avant et non pas le côté disparate, diversité. Moi, je parle toujours de richesse plurielle. Je suis fier, moi, je suis capable de dire les noms aujourd'hui, les noms de tous mes voisins d'origine chinoise, par exemple. Depuis l'ombre de l'évêque jusqu'au boutiquier de la boutique carnet du bout de la rue des Bons Enfants Saint-Pierre. À cette époque, on a poussé le carrousel ensemble. Pour avoir une place gratuite, on poussait le carrousel parce qu'il n'y a pas de moteur. Bon, ensemble, avant d'aller jouer au foot. Non, c'est un vécu. Bon, il ne faut pas être nostalgique, ça ne se reproduira pas. Il faut plutôt craindre les aspérités, les problèmes. Demain matin, pour dire ah ben non, le halal, toute la viande est halal aujourd'hui, nous on ne va pas manger ça parce que les musulmans font la prière dessus. Il faudra leur expliquer que la prière est le halal. D'abord, le halal, c'est ce que vous mangez à Maurice. Ce que vous mangez, vous allez au Maroc, etc., là où il n'y a aucun inconvénient. À la Réunion, ça vous chagrine. Si ça vous chagrine, eh bien, c'est même pas religieux. C'était dans l'esprit, dans cet esprit du halal, pourquoi on dit la formule dessus, simplement pour dire, mais on le fait pour se nourrir. Si on tue pour se nourrir. Vous voyez, c'est une forme fallait dire, d'excuse. On fait halal parce que c'est pour se nourrir, c'est pas pour le plaisir. Vous comprenez? Oui, je comprends. Donc c'est pas un rituel, c'est pas sacré, c'est pas un rituel religieux. Mais dans l'esprit des gens qui peuvent se dire, moi, il m'oblige à manger du halal, je ne vais pas manger halal, même s'ils mangent ça à Maurice, hein. Ou à Maurice, ou au Maroc, ou en Malaisie, où tout est malade, tout halal. Bon. D'où l'intérêt de mieux se connaître pour mieux se comprendre. Mieux se connaître, voilà. C'est important, c'est un élément important parce qu'on a parlé beaucoup de l'interreligieux, élément du vivre ensemble. Il y a l'interculturalité avec le CRI, le Conseil réunionnais de l'interculturalité, présidé par Géry Ayane, qui est aussi une instance importante, parce que là, il y a beaucoup des acteurs culturels, des philosophes, oui. des gens qui peuvent se projeter un peu plus. Là, par exemple, il y a un magnifique appel à la paix. C'est bien parce qu'on prend un petit peu de la hauteur et sur toutes les dimensions culturelles qui n'ont rien à voir forcément avec la religion. Et c'est très très important. Ça nous oblige également. Ça nous oblige à être présents au plan de la laïcité. Ça nous oblige à être présents au grand moment. Parce que souvent on se dit par paresse, oh, toutes les manifestations. Vous, au cours de toutes vos activités associatives et vos liens, la connaissance que vous avez développée sur la religion, la société réunionnaise depuis que vous avez commencé à être impliqué, est-ce que vous avez remarqué une évolution de l'intérêt pour les religions chez les Réunionnais, peut-être les plus jeunes, entre il y a 40 ans et aujourd'hui? Non, on est... Le Réunionnais croyant. On sait, hein, quand on voit toutes ces bondieuseries qui traînent sur les routes, les Saint-Expédie, minarets des mosquées, etc. Et tout. Voilà. Il y a une vie religieuse. Les Réunionnais sont croyants. Il y a aussi l'arrivée des nouvelles églises, hein, évangélistes ou autres. Hein. C'est-à-dire que l'île est croyante. La religion il y a un fait religieux. Ensuite, dans l'évolution de la société, une espèce de désintérêt. Surtout des jeunes, c'est ringard. Hein. C'est bon. Ou alors il y a du conformisme. On vient faire son truc, quoi. Parce que les parents ont demandé, on le fait parce qu'il faut le faire, et puis on fait autre chose après. Donc ça, ça reste un élément fort, mais c'est vrai que ça perd peut-être en consistance. C'est un peu notre rôle aussi pour ramener chez des valeurs. Moi, je dis toujours, quand on a des valeurs religieuses, quand la religion est bien comprise, parce que tuer quelqu'un, c'est pas religieux, hein, pour moi, dans aucune religion. L'humain, l'être est sacré, pas seulement l'humain, même l'animal, etc., sacré dans toutes les religions. Donc ça, c'est une dérive, ça. Comme je l'ai dit, un criminel, c'est un criminel, quelle que soit sa religion. Un terroriste, etc. On a l'habitude pour conclure nos entretiens, Monsieur Amod, de finir avec 3 questions.
pour nos invités. Donc la première, et comme en particulier vous avez dit que vous avez un très bon créole, aujourd'hui est-ce qu'il y a une expression créole que vous aimez particulièrement, que vous avez envie de partager avec nous? Ah, il faut faire un choix. Oui. Il y en a tellement. Ben, écoutez, bon, je vais faire simple. Tillage coupe gros bois, par exemple. Bon, mais ça, c'est vraiment simple. Mais il y a beaucoup plus. Oui, il y a une expression, mais il faut connaître la réalité de réunionnaise de l'époque. Parce que, vous voyez, ça a un sens que si vous vous rattachez à une situation. Par exemple, il y a une expression que dans le milieu agricole, le milieu de la canne à sucre, qu'on disait, c'est heureusement, bœuf, il pas dit à carnet. Alors, dit comme ça, c'est vraiment c'est de l'hébreu, hein, c'est du grec ancien. Bœuf, il pas dit à carnet. Et bien, c'était le transport de la canne à sucre pour aller à la balance, de peser de la canne à sucre. C'était souvent dans le char à bœuf, là, hein, Oui. tiré par un bon bocat d'Avignon. Et puis, le planteur, il avait toujours l'impression qu'à la pesée, on le volait. Au lieu de dire qu'il y a 3 tonnes, on lui dit qu'il y a 2 tonnes 5. Oui. Il dit, bœuf qui n'est pas lié à carnet, parce que le bœuf qui porte qui tient la charge. Lui, hein, il sait qu'il y a... lui, il sait que c'est plus. Malheureusement, bœuf qui n'est pas lié à carnet. Vous voyez, ça c'est typiquement réunionnais, et ça correspond à une réalité réunionnaise qui est effective. Hein. Il y a toujours un conflit au moment de la balance, de peser. Aujourd'hui, c'est par rapport à la qualité du chargement, avec les prélèvements, et puis on fait un prélèvement pour regarder la richesse. À l'époque, c'était le poids. Et le poids, il dit, mais on se fait trouillander. Le bœuf, lui, il connaît ce qu'il a porté dans la charge de sa charrette. Voilà, c'est une expression un peu savoureuse. Hein. Oui. Mais il faut connaître la réalité. Qui nous raconte une histoire. Voilà. Une histoire vraie. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Selon vous, quel est un Réunionnais ou une Réunionnaise qu'on devrait tous connaître? Paul Vergès. C'est pas parce que j'ai travaillé avec lui. Il faut être honnête, faut être objectif. Moi, j'ai pas été embauché à Ville du Port avec un carte que je ne connaissais même pas, il ne me connaissait même pas. En tout cas, mon papa était plutôt quelqu'un qui était plutôt dans notre bord politique. Il a embauché un jeune Réunionnais, sans regarder de quelle origine il est, etc., à condition qu'il y avait des diplômes. Donc j'avais un rôle administratif. Mais j'ai pas besoin de quelqu'un, plan politique. Politique, c'est autre chose. Faites marcher la mairie dans le sens de l'intérêt du service public. Oui, voilà mon mandat, c'est un service public. Faites fonctionner au mieux. Essayez de répondre aux besoins au mieux aux besoins de la population. N'embêtez pas mes adversaires politiques. Ça, c'est mon rôle à moi. C'est incroyable. Hein. Parce qu'il y avait une petite anecdote, c'est qu'il y avait un chef d'entreprise qui était un opposant. Et vous avez des employés communaux qui faisaient du zèle pour aller embêter Alors ils les avaient réunis, moi, et puis un certain nombre de cadres, pour dire il faudra faire passer le message. Cessez d'embêter les adversaires politiques, et les chefs d'entreprise en particulier, parce que ce sont eux qui créent la richesse et l'emploi. Oui, pour un communiste, il n'était pas sectaire. Donc voilà, donc pour moi, et puis sa vision, et puis son rayonnement international. Pour terminer, notre dernière question, quel conseil vous donneriez aux jeunes générations de Réunionnais? D'abord, s'imprégner du point de vue culture. C'est-à-dire prendre conscience de la valeur qu'on a à La Réunion, et de notre territoire, et de notre potentialité. Et surtout de bouger. Je pense qu'il faut qu'il aille voir ailleurs ce qui se passe. Mais il va voir ailleurs avec, pas l'aventure, il faut qu'il ait déjà quelque chose de basique, et puis qu'il va à l'aventure. Il y a des Réunionnais qui ont percé. Hein. Il faut qu'on soit un ambassadeur de notre territoire. Et puis, encore une fois, hein, question des niveaux, et puis se défendre un peu
au niveau national pour défendre nos acquis, nos intérêts, dans un monde qui est de plus en plus compétitif. Et puis, voilà, donc c'est une identité, c'est quelque chose qui est important. Moi ça a toujours été mon combat. Hein. J'étais à Aix-en-Provence, j'étais responsable sur des étudiants réunionnais. Bon, vous voyez, j'ai toujours été collectif. Donc c'est ce que vous nous dites aujourd'hui, de continuer à être collectif et de nous imprégner de notre île. Moi, j'étais en voyage là en Europe, j'étais en Grèce, en famille. J'ai entendu parler créole sur un site, mais je suis allé voir. Et ben, on est content de ça. On ne se serait pas salué à La Réunion, mais ici, on s'est dit, oh là là, c'est réunionnais. Quand on entend dans le métro réunionnais, vrai. Ça nous rapproche. Et puis ça crée le réseau, ça crée des choses qu'on peut partager, déjà même d'un point de vue culinaire, d'un point de vue, etc. Je ne sais pas si vous êtes de ceux qui mangent toujours avec un petit bocal de piment. Bien sûr. Pas piment d'Espelette, hein? Ah non, non, pas de piment. Pas de piment de La Réunion, bien sûr. Voilà, donc on les mange tous. Bon, voilà, donc, moi je suis un réunionnais avant. Je me définis comme ça. Bon, maintenant avec la religion, ça finit par être public parce que c'est dans l'air du temps. Moi je dis la religion est privée. Hein. Mais à La Réunion, on a une laïcité bien comprise, dans le respect de la loi de 1905. C'est pour ça le groupe de dialogue interreligieux et le CRI également sont des instances qu'il nous faut absolument préserver. C'était vraiment passionnant de vous écouter. Je vous remercie à nouveau d'être venu à notre micro. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, @batcarré, @bat-kare, pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!